Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer Guéri TV Monde pour vous informer tout de suite le sommaire. Depuis quelques mois, plusieurs voix s'élèvent pour susciter la candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026. Mais comment interpréter le silence de l'homme face aux multiples sollicitations? Anselme Richard de la rédaction de Guéri TV Monde nous en parle dans le commentaire de la manchette de la Guérite. Organisée dans le cadre du programme Participodel, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes SIC 2024 vise à promouvoir les potentialités économiques des communes béninoises et à renforcer la gouvernance locale grâce à des partenariats publics-privés solides et rentables. Le compte rendu de l'ouverture des travaux, c'est dans un instant avec Faouzia Sefo. Sans surprise, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est adressé à ses compatriotes pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections anticipées en vue du renouvellement du Parlement. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Malgré les nombreuses sollicitations concernant sa candidature pour les élections présidentielles de 2026, Olivier Bokor a choisi la voie du silence, un comportement diversement apprécié par les observateurs de la vie politique. Si pour certains, ce silence de l'homme traduit clairement ses intentions de succéder à Patrice Talon à la présidence, d'autres y voient une stratégie politique pour brouiller les cartes. La rédaction de votre organe a livré une analyse de la situation. Suivez le commentaire que vous propose Anselme Richard. Alors que les spéculations s'intensifient autour de la succession de Patrice Talon à la présidence du Bénin en 2026, le nom d'Olivier Bokor revient fréquemment dans les débats politiques. Cependant, contrairement à d'autres personnalités politiques, Bokor a choisi une posture intrigante, celle du silence. Ce silence, loin d'être une faiblesse, semble au contraire une stratégie subtile, renforçant l'idée que l'homme incarne une figure de transition idéale. En examinant en profondeur cette approche, on peut comprendre pourquoi Olivier Bokor apparaît comme un candidat potentiel incontournable. Une discrétion stratégique. Le silence d'Olivier Bokor face aux appels à sa candidature pour les élections de 2026 ne doit pas être interprété comme une indifférence ou une hésitation. Au contraire, cette attitude témoigne d'une grande maîtrise politique. En politique, le timing et la gestion des attentes sont cruciaux. Là où certains précipitent leur candidature ou se sentent obligés de clarifier leur position,
décision, Boko choisit de laisser le mystère planer, jouant ainsi sur l'incertitude pour capter l'attention sans se compromettre. Il démontre ainsi une forme de sagesse qui traduit une profonde connaissance des dynamiques politiques béninoises. Le silence d'Olivier Boko pourrait également refléter une stratégie réfléchie face à un contexte politique où le président Talon a exprimé son refus de soutenir ouvertement des amis ou des frères. En ne se déclarant pas immédiatement, Boko évite de se positionner comme un successeur imposé par Talon, ce qui pourrait désarmer certaines critiques et apaiser les tensions au sein de la classe politique. Un homme de confiance, Olivier Boko est perçu comme une figure clé de l'entourage de Patrice Talon. Ses liens étroits avec le président sortant ne sont un secret pour personne. Son rôle en tant qu'homme de l'ombre, intervenant stratégique et homme de confiance, le place en position centrale dans la gestion des affaires de l'État. Sa compréhension des rouages du pouvoir, combinée à sa loyauté envers Talon, en fait un héritier naturel pour poursuivre les réformes amorcées durant les 2 mandats du président actuel. En matière de gestion politique, Boko s'est distingué par sa capacité à manœuvrer discrètement mais efficacement dans les coulisses du pouvoir. C'est cette capacité à agir sans être au devant de la scène qui le rend particulièrement redoutable. Dans un paysage politique où les figures visibles sont souvent la cible de critiques ou de controverses, Boko a su préserver son image et renforcer sa crédibilité. Une candidature qui s'inscrit dans la continuité. Si Olivier Boko choisit de se présenter en 2026, sa candidature incarnera une forme de continuité avec l'ère Talon. Ce dernier a initié une série de réformes structurelles majeures dans le pays, allant de la modernisation des infrastructures à la lutte contre la corruption. La préservation de cet héritage sera cruciale pour garantir la stabilité du pays dans les années à venir. Olivier Boko, par son positionnement, pourrait non seulement consolider ses acquis, mais également prolonger la dynamique réformatrice de Talon. Son silence pourrait être interprété comme un moyen de laisser les résultats parler d'eux-mêmes en s'assurant que son éventuelle candidature repose sur un bilan concret plutôt que sur des promesses populistes. Une force tranquille. En clair, le silence d'Olivier Boko révèle un leader capable de contrôler les récits qui se construisent autour de lui. L'adage qui ne dit mot consent semble particulièrement approprié dans ce contexte. Cette discrétion ne doit pas être vue comme une absence de stratégie, mais bien comme une force. En maintenant le flou, Boko laisse ses partisans et soutiens organiser une campagne préliminaire sans qu'il n'ait besoin de se prononcer. Si sa candidature devait être confirmée, elle s'imposerait naturellement car Boko incarne à la fois la continuité avec l'ère Talon et une nouvelle ère politique. Son poids dans le camp présidentiel et sa capacité à éviter les pièges de la politique spectacle en font une figure de consensus pour 2026. Olivier Boko est plus qu'un candidat potentiel. Il est le symbole d'une certaine approche de la politique basée sur la discrétion, la stratégie et l'efficacité. Son silence, loin de le marginaliser, le place au cœur des débats politiques actuels. Si 2026 marque à la fin de l'ère Talon, l'entrée en scène d'Olivier Boko pourrait bien représenter le début d'une nouvelle phase de stabilité et de continuité pour le Bénin. C'est ouverte ce jeudi 12 septembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes SIC, organisée par le consortium Alcrest Social Watch et VNG International à travers le programme Participe-Odel. C'est le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale qui a procédé à l'ouverture des travaux devant un parterre d'invités. Le point, c'est avec Faouzia Sefou et Patricia Yonton. Initié pour répondre à l'urgence de révéler les potentialités des communes du Bénin, le Salon des investissements privés dans les communes SIC 2024 s'est ouvert ce jeudi 12 septembre 2024 à Cotonou. Mise en œuvre dans une synergie d'action par le consortium Alcrest Social Watch et VNG International à travers le programme Participe-Odel, ce salon a pour ambition de valoriser les potentialités des communes et de promouvoir les principes de la bonne gouvernance. Ce salon se positionne comme une réponse à la question de visibilité des initiatives locales et des opportunités prometteuses pour les investisseurs, les grands entrepreneurs et les structures de financement. Les élus locaux ont toujours fait le reproche au gouvernement que toute la procédure devait être approuvée en Conseil des ministres. C'est terminé. L'autorité approbatrice des contrats de PPP dans les collectivités territoriales devient désormais le conseil communal.
Rendu possible grâce à la ferme volonté et l'engagement des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne, ce salon se positionne comme un carrefour d'échanges et d'opportunités entre partenaires afin de relever les nombreux défis de développement auxquels les communes sont confrontées. Vous le savez, en Allemagne, nous attachons une grande importance à la décentralisation qui permet de mieux répondre aux besoins spécifiques de nos citoyens. Et nous sommes fiers d'être à côté de nos partenaires béninois. Les Pays-Bas se tient résolument à côté du Bénin pour promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, le développement économique inclusif et le développement du secteur privé. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a salué cette initiative en soulignant qu'elle s'inscrit parfaitement dans la ligne du programme d'action du gouvernement. Le gouvernement du Bénin réaffirme son ambition de faire des communes un puissant moteur de développement local. Les nombreuses réformes qu'il a engagées dans le secteur de la décentralisation illustrent bien cette volonté politique. En plus des discours, les stands présentant les atouts et les richesses des communes ont été inaugurés pour permettre aux investisseurs potentiels d'apprécier de visu ce dont les communes du Bénin sont capables. Ce que Adjon peut donner aujourd'hui aux investisseurs, c'est grand. Et en ce qui concerne le piment, aujourd'hui, Adjon fait près de 120 tonnes de piment par an. Moi, je peux vous dire que c'est des trucs saisonniers, mais les investisseurs peuvent reconvertir ces produits et les transformer dans des produits utiles pour pouvoir exploiter, importer dans des pays voisins, pourquoi pas en Europe. Le du combat, ça a été harassé. Le site est encore là. Et aujourd'hui, la commune n'a pas les moyens, l'État n'a pas encore totalement les moyens pour valoriser ce site. Vous voyez un peu, avec le partenariat PPP, ce site peut être valorisé. Durant les 2 jours que durera ce salon, les participants auront l'opportunité de découvrir des projets d'investissement urbains et ruraux dans les communes. Nous nous rendons à Parakou pour dire que nombreux sont les bacheliers qui ont déjà récupéré leur attestation de bac. L'opération de distribution des attestations se déroule depuis le lundi 9 septembre sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, c'est le lycée Mathieu Bouquet qui sert de cadre à cette activité. Tout se déroule normalement selon le constat fait par notre équipe sur place. Le point avec Anselmo Richa et David Yemé. Conformément au calendrier de l'Office du baccalauréat, la campagne de distribution des attestations aux bacheliers de 2024, démarrée le lundi 9 septembre dernier, se poursuit sur l'ensemble du territoire national. À Parakou, c'est le lycée Mathieu Bouquet qui sert de cadre à cette opération, laquelle se déroule sans anicroche selon les constats faits sur le terrain. Le chargé de communication de l'Office du baccalauréat a apporté des précisions supplémentaires sur le déroulement de cette campagne. En termes de bilan, nous pouvons dire qu'il y a de la mobilisation. Les étudiants sortent. Il y a quelques jurys où nous avons encore des attestations. Notre souhait, c'est de repartir avec les catables vides. Plusieurs étudiants ont déjà récupéré leur attestation. Certains d'entre eux rencontrés sur place ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement du processus. Ça s'est bien passé. J'ai quitté d'abord de Kalale pour Parakou. Arrivé ici, je crois que ça s'est déjà bien passé parce que j'ai déjà l'attestation en main. Lorsque nous étions arrivés ici, ça ne nous a pas pris plus de temps de venir prendre nos attestations. Je suis très content de prendre mon attestation. Je suis venue récupérer mon attestation. Ça s'est bien passé et je suis contente. Ça n'a pas du tout pris du temps. Par ailleurs, les retardataires ont encore moins de 48 heures pour récupérer leur attestation, précise le chargé de communication Toby Pierre à Ronlonsou. Il les invite à se rendre rapidement au point de distribution ou à défaut à la direction de l'Office du baccalauréat à Cotonou. La campagne dure une semaine. Nous travaillons jusqu'au vendredi. Nous serons là le samedi encore pour ratisser large jusqu'à midi pour permettre aux retardataires, à ceux qui n'ont pas pu mobiliser les moyens au cours des 4 premières journées, pour que ceux-là puissent nous rattraper vendredi et samedi. Ceux qui vont rater l'opportunité le samedi prochain, au plus tard, de retirer leur attestation, se verront dans la triste obligation de venir
à Cotonou. L'opération de distribution des attestations du bac 2024 prendra fin samedi prochain. Il est important de rappeler que seuls les détenteurs du diplôme sont habilités à retirer leur attestation. En cas d'impossibilité, ils peuvent toutefois donner procuration à une personne de confiance pour le faire en leur nom. Il n'est pas rare de constater de nos jours que des hommes mariés et d'autres femmes hors de leur ménage. Elles sont généralement appelées les deuxièmes bureaux. Mais cette pratique est-elle une solution pour régler les problèmes conjugaux? Faouzia Sefo aborde la question dans ce reportage. Suivez plutôt. Pour plusieurs raisons, les hommes sont souvent tentés par des relations extra-conjugales. Et pour les femmes qui n'acceptent pas cela, la stabilité de leur couple est menacée. Mais pour les hommes qui entretiennent de telles relations, il n'y a pas péril à la demeure dès lors qu'il assume ses charges de mari. Néanmoins, il convient de s'interroger. Une maîtresse est-elle une solution ou un problème pour le foyer? Loin d'être une solution, cela constitue un problème. Et pour ma part, il serait préférable pour l'homme de continuer par entretenir sa femme et ses progénitures que de se lancer encore à la conquête d'une maîtresse qui est là peut-être pour ses intérêts. Et une fois que ses intérêts seront atteints, elle va se retirer. Donc pour ma part, c'est un problème. Un problème en ce sens que cette maîtresse peut être à l'origine de la division dans le foyer. Je dirais que c'est un problème pour le couple parce que une fois qu'un homme prend son temps à sortir avec d'autres femmes au dehors, il n'aura plus le temps de s'occuper de sa femme à la maison ni de ses enfants, puisqu'il va dépenser tout son argent sur cette femme-là au dehors et ne pourra pas se concentrer sur sa femme. Parfois c'est une bonne chose, mais par contre, parfois c'est pas une bonne chose. L'homme maintenant peut aller chercher une maîtresse et contaminer de certaines maladies pour venir contaminer aussi la femme à la maison. Donc dans ce cas-là, c'est pas une bonne chose. C'est un grand problème pour le foyer, voilà. Sinon, avoir une maîtresse au dehors, comment tu peux gérer ton foyer? Tu ne peux plus gérer ton foyer comme cela se doit. Les enfants à la maison t'attendent pour manger, bien t'attendent pour faire quelque chose. Tu as eu 10 000 dans le mois, tu as dépensé 6 000 au dehors. Et tu as amené 4 000, toi-même tu as gardé combien dans ta poche? Mais il y a toujours des problèmes. Si d'aucuns trouvent que c'est un problème, ceux qui sont favorables à la polygamie pensent plutôt qu'une maîtresse peut être une opportunité pour le foyer. Il y a des foyers où tout le temps la femme, c'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Parce que l'homme peut être cool, mais la femme peut être parfois brutale. Maintenant, dans ce cas, la femme n'arrive pas à comprendre vite l'homme. Bon, pour trouver la solution maintenant, l'homme est obligé d'aller chercher sa maîtresse à eux. Si un homme a les moyens et qu'il pense qu'il peut prendre au-delà d'une femme et avoir de maîtresse sans que cela n'impacte son foyer ni l'éducation des enfants, il aura opté pour une bonne chose. La femme n'aura pas forcément la capacité de subvenir à tous ses besoins, donc il ira au dehors pour pouvoir se satisfaire et tout. Donc je pense que là peut-être on peut dire que c'est une solution, mais c'est une exception. Chez nous qui sommes musulmans, chez nous, si tu as une femme là, c'est tout comme si tu n'as pas de femme. Même si je gagne 1 million par mois, je ne peux pas. Je ne peux pas, sinon na donne de voter. Na zomba mi se radio menelo que nyonu wero hunwa ka bo bio domaine. Mi se yon wero hunwa ka bio domaine. Bon regardez mi j'ai mon 7. La notion de responsabilité doit être évoquée chaque fois qu'on évoque les questions de relations extra-conjugales. Que l'on ait fait le choix d'un foyer monogamique ou polygamique, l'homme doit toujours protéger son et ses ménages.
En bref, en actualité, les Sénégalais iront aux urnes le dimanche 17 novembre 2024 pour élire de nouveaux députés au Parlement. C'est en substance ce que l'on retient de la déclaration du président Bassirou Diomaye Faye qui a décidé ce jeudi de la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans son discours, le chef de l'État sénégalais a justifié sa décision par le fait que le Parlement actuel a, selon lui, décidé d'aller contre la volonté du peuple sénégalais, notamment par le blocage de certains projets phares du pays. Pour rappel, installés le 12 septembre 2022, les députés de cette présente Assemblée nationale, dont la majorité est issue du camp de l'opposition, ont bouclé ce jeudi 12 septembre 2024 à minuit le délai constitutionnel des 2 ans exigé par l'article 87 de la Constitution avant toute dissolution. Les États-Unis favorables à ce que l'Afrique ait 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout changement à la structure de l'instance doit être entériné par la Charte des Nations Unies, ce qui requiert l'approbation de 2 tiers de l'Assemblée générale de l'institution. Cette démarche suivie alors que Washington veut apaiser ses relations avec l'Afrique, où de nombreux pays sont mécontents du soutien apporté par l'administration américaine à l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza et par ailleurs renforcer ses liens avec les nations du Pacifique afin de contrer l'influence de la Chine dans la région. Linda Thomas-Greenfield a déclaré à l'agence de presse Reuters qu'elle espérait que ces efforts permettraient d'avancer vers une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, ajoutant qu'il s'agissait d'une partie de l'héritage que laisserait le président américain Joe Biden. Washington soutient de longue date par ailleurs l'entrée de l'Inde, du Japon et de l'Allemagne comme membres permanents du Conseil de sécurité. Alors que les pays en développement demandent depuis longtemps des sièges permanents au Conseil de sécurité, plus puissant organe des Nations Unies, on ne sait pas si les efforts des États-Unis pourraient s'avérer fructueux, des années de discussion sur une réforme du Conseil étant restées vaines. Avant l'annonce qu'elle doit faire devant le Bureau des Affaires étrangères à New York, Linda Thomas a déclaré à Reuters que les États-Unis ne souhaitaient pas qu'un droit de veto soit accordé à un pays au-delà des 5 membres qui en disposent actuellement: la Russie, la Chine, la France, les Royaumes-Unis et les États-Unis. En page sport, la Ligue de football professionnel ordonne au PSG de verser 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Le club attend une décision de justice. Dans sa décision jeudi, la commission juridique de la Ligue de football professionnel ordonne au PSG de procéder ce week-end au versement de la somme réclamée par le joueur à son ex-employeur. Kylian Mbappé vient de remporter une manche décisive dans son litige avec le Paris Saint-Germain. Dans une décision consultée par Le Monde, la commission juridique de la Ligue de football professionnel a ordonné jeudi 12 septembre 2024 au club de procéder ce week-end au versement des éléments de salaire dus aux joueurs, à savoir les salaires et les primes esthétiques dus au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, ainsi que l'échéance de la prime de signature due au 29 février 2024, à savoir une somme de près de 55 millions d'euros bruts réclamés à son ancien employeur par la nouvelle recrue du Real de Madrid. Mercredi, les représentants du PSG et le camp Mbappé ont été réunis par la commission juridique de la Ligue de football professionnel. L'avocat du joueur Delphine Verheiden avait rejeté catégoriquement la suggestion faite par le club d'une médiation. À l'annonce de la décision de la Ligue, celui-ci avait fait savoir qu'il ne paierait pas et dit attendre une décision de justice. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.